Apple frappe fort 2 milliards de dollars pour racheter la start-up israélienne QAI, sa deuxième plus grosse acquisition de son histoire, après le rachat du fabricant de casques Beats. Alors pourquoi investir une somme aussi colossale pour une IA qui est juste capable de comprendre la voix dans des environnements bruyants? Que cache vraiment ce rachat? Qui sont les fondateurs de cette start-up? Pourquoi cette technologie est si stratégique? Apple nous prépare-t-elle une révolution dans la communication, mais aussi la santé, même dans Siri? Quel nouveau produit nous prépare la pomme pour en tirer parti? Est-ce un indice de l'arrivée de lunettes connectées? Et pendant ce temps, Gemini s'infiltre dans iOS. Apple prend-elle enfin la main sur l'IA? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat Tech hebdomadaire. Comme toujours, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à nous soutenir. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est important. Et à nous retrouver également en version podcast sur Apple Podcast et Spotify. Et bien sûr, à rejoindre le club ORLM, la version premium de l'émission avec accès anticipé. Également venir ici assister aux coulisses. Et croyez-moi, c'est pas piquer des verres comme chaque semaine. Bienvenue également dans notre nouveau studio podcast, un vrai petit salon que nous mettons à votre disposition si vous êtes un créateur de contenu ou une entreprise pour filmer une interview, des podcasts, des webinaires, que sais-je. C'est notre second studio installé ici au cœur de Paris, dans le 8e arrondissement, au sein du village by CA. Si vous recherchez un studio à l'ambiance cosy et bénéficiez du savoir-faire de notre équipe de production, c'est vraiment très feutré ici, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur ce mail, contact@onrefaitemac.com. Le prix, il est tout petit, il est tout mini à partir de 200 €. Profitez-en. Ce soir, pour débattre, m'accompagne le fantastique et pionnier de l'IA, dans son domaine, passionné en tout cas par l'IA et les startups et l'innovation, monsieur Stéphane Zibi. Salut Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être dans ce nouveau studio. C'est comme si c'était ma première fois, j'ai même un peu peur. Ouais, tu as tellement l'habitude du grand studio virtuel qu'on va retrouver, mais là, on les traîne un petit peu celui-ci. C'est un petit peu plus intime comme ambiance. Ah bah ça change de nos premières fois entièrement en webcam où on envoyait tout sur Dropbox, tu te rappelles? Oui, c'était un peu plus rock'n'roll. Un peu plus rock'n'roll, voilà. Ça l'est toujours. Et là, voilà, bon là on est tranquille, on pose notre séant sur ces chaises et automatiquement on peut déjà enregistrer. C'est du clé en main, quoi. Autre spécialiste de l'IA, mais il est en duplex avec nous, mais aussi il y a un grand spécialiste des puces d'Apple, car cette technologie QAI, on va voir avec lui, rachetée par Apple, devrait être intégrée dans les prochaines générations de puces d'Apple, mais également dans pas mal de produits d'Apple. On va essayer d'en dresser le portrait robot ce soir. Notre Géo trouve tout. Fred Crassa, salut Fred. Bonjour Olivier, je suis aussi ravi d'inaugurer ton nouveau studio. Il me tarde de venir vous voir. Ah, toi, si tu t'es mis au podcast, je vois qu'il y a un magnifique micro de podcast. Donc, on est raccord cette semaine. Stéphane, je te propose de nous parler du sondage de la semaine. On est revenu sur l'actu principale de cette semaine, à savoir le rachat de QAI par Apple. Oui Olivier, donc la question qui était posée cette semaine sur X était: que pensez-vous du rachat par Apple de QAI pour 2 milliards de dollars? La réponse qui est arrivée en tête, c'est un coup de com', 37,5%. Ensuite, c'était à égalité à l'indice de l'arrivée des lunettes Apple. Bon, Apple aurait dû racheter un LLM, 25%. Et en dernier, la prochaine révolution, l'IA sensorielle, à 12,5%. Voilà. Bon. Voilà. Alors, on va beaucoup en parler ce soir. C'est plus qu'un coup de camp. On va essayer de vous l'expliquer. On a longuement discuté en préparant cette émission avec toi, Fred. L'IA sensorielle, on va en parler. Ça ouvre de nouveaux horizons. Cette fois, Apple ne rate pas le prochain virage de l'IA. On va en parler ce soir. Mais d'abord, revenons sur ce rachat de QAI. Qu'est-ce que c'est? On sait, c'est une pépite, mais qu'est-ce qui se cache derrière QAI? Les amis, Apple rachète QAI, c'est une vraie pépite apparemment. C'est tout récemment, le 29 janvier dernier, qu'Apple a confirmé à Reuters, Fred, que l'acquisition de la pépite israélienne QAI pour un montant estimé à 2 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette start-up? Quelle est la technologie de cette pépine israélienne? Qui veut prendre la parole? On laisse Fred Fred, tu peux nous parler de la technologie, puis peut-être Stéphane nous parlera un peu plus de l'entreprise en elle-même.
La technologie qui a avancé par cette startup, qui est un petit peu mystérieuse parce qu'elle a pas vraiment beaucoup communiqué dessus, c'est la parole silencieuse. C'est comment on arrive à améliorer l'audio en fait, qui est pas toujours dans de bonnes conditions. Comme vous le savez, il y a du bruit, on peut pas parler fort, on est dans les transports, etc. Comment en captant en fait la bouche, le visage, avec de l'infrarouge, avec ces nuages de points, comme le fait Face ID, comment avec les déformations de la bouche, etc., j'arrive en fait à interpréter les mots et avec une fiabilité la plus forte possible. Donc en clair, Fred, QI va développer une application, Stéphane. oui, pardon, Stéphane, une application d'IA capable de comprendre la voix dans des environnements extrêmement bruyants, même si on parle tout doucement comme ça. Exactement. Là, il faut un micro de podcast. Alors, je ne sais pas, il y a par rapport à ce qui est, à ce qui a été, je décrirai dans quelques secondes ce que fait cette start-up israélienne, mais il y a eu une séquence qui a tourné beaucoup après le match OM-PSG. Ouais. Où on voit Dembélé parler à un des joueurs de Marseille, Hochberg, je crois de mémoire, et ils arrivent à détecter ce qu'ils se disent Sur les lèvres. sur les lèvres de façon mais ultra précise. Et quand on regarde après les lèvres, bien sûr. Donc ça, c'est une séquence vidéo grâce à un outil d'IA. Et c'est un outil d'IA qui a permis ce type de choses. En fait, ça va multiplier et ça crée des expériences supplémentaires. D'accord. Là, cette startup, elle travaille vraiment sur des algorithmes de machine learning capables vraiment d'interpréter ce qu'ils appellent, comme là ça a été évoqué par Fred, le discours silencieux, la technologie de captation des micro-expressions du visage que Google lui-même avait aidé au départ même à financer. Alors, c'est un paradoxe, Fred. ouais. Hein. Cette société, elle a été notamment financée par Google Venture, hein, c'est ça. Hein. Oui, la GV, comme on dit, qui a financé dès le départ cette société, et Google est coutume du fait. Ils avaient avec le Royaume-Uni les chercheurs fait quelque chose qui s'appelle LeapNet, qui est une recherche plutôt académique, il y a en 2016 déjà avant, pour essayer de lire sur les lèvres et de pouvoir faire une synthèse vocale. Mais c'était plutôt un projet académique qui avait pas débouché sur grand chose. Même si on le voit aux annonces récentes, on voit que YouTube a fait des annonces, mais on y reviendra plus tard. Ouais. 2 milliards de dollars pour une société qui fait des traitements IA pour améliorer le son, ça semble un peu démesuré. Alors, si on s'intéresse un petit peu à l'entreprise, Stéphane, le patron, le CEO du QA, il est connu, il a déjà vendu une société Oui. à Apple. Hein. Oui, en fait, même Apple et Israël, c'est pas une histoire ancienne, c'est pas une nouvelle histoire, c'est une histoire ancienne. Le patron de Apple Israël, Ronnie Friedman, qui est aussi le vice-président d'Apple à l'international, ce qui est pas Les liens privilégiés. il y a déjà des privilégiés, parce qu'en fait, il a donné comme cette phrase, et c'est pour ça que je le cite: difficile de trouver un produit d'Apple sans technologie israélienne. D'accord. Donc là, Parce qu'il y a une vraie, entre guillemets, Silicon Valley là-bas. Hein. c'est une on appelle la Silicon Wadi d'ailleurs. Mais en gros, il parle de l'iPhone 17, de l'AirPod, de Face ID, d'intelligence artificielle, situé dans 3 centres en Israël, donc à Jérusalem, à Herzliya et à Haïfa. Et il participe à des développements clés tels que le modem cellulaire, les caméras avancées, la vidéo cinématique, que nous connaissons bien et que nous utilisons, et optimise donc maintenant l'IA directement des appareils. Donc par rapport à ce fondateur qui s'appelle Aviad Mazel, il avait déjà vendu la société de capteurs 3D PrimeSense à Apple en 2013 pour 345 millions de dollars. Bon, pas 2 milliards, mais c'est déjà pas mal. Alors voilà, la technologie PrimeSense est utilisée par Microsoft au sein des capteurs de mouvement Kinect et a permis à Apple de mettre au point son système de reconnaissance que nous utilisons tous sur nos iPhones, à savoir Face ID. Donc, tu confirmes, effectivement, c'est des technos qui sont vraiment stratégiques pour Apple, Fred. Tu parlais du modem cellulaire, Stéphane. Effectivement, on le voit. Les modems rachetés à Intel sont basés, effectivement, les équipes en Israël. Et c'est accessoirement, Fred, la deuxième plus grosse acquisition de l'histoire d'Apple. Hein, 2 milliards de dollars. Il faut se rappeler que Beats, les fabricants de casques, eux avaient été rachetés 3 milliards. Et encore une fois, c'est une somme colossale pour une entreprise qui est bien moins connue que Bix. Hein, et c'est là où ça nous a mis un petit peu, comme beaucoup de monde, Fred, la puce à l'oreille. Hein. Oui, parce que ce genre d'entreprise très R&D,
qui n'a pas de marque, je le rappelle, hein, il n'y a aucune marque, il n'y a pas de client, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de site web, il n'y a rien du tout. C'est vraiment de la pure R&D. Ça serait plutôt autour de 300-400 millions de dollars et sûrement pas 2 milliards. Même au-delà d'Apple, c'est assez rare de racheter une start-up vraiment de recherche avancée, mais de recherche avec de tels montants. Ouais. Oui, Stéphane. En fait, au même moment, nous avons un rachat de 2 milliards. Un rachat fait par Apple, QI, on en parle aujourd'hui, et Meta qui rachète Manus, 2 Vous milliards. avez déjà parlé dans ce Dont j'ai parlé en coup de cœur. Rappelle en 2 mots, qu'est-ce que Manus pour ceux qui ne Manus, c'est un agent IA qui est pour moi l'avenir. Je l'utilise depuis mars plus que quotidiennement. C'est mon bras droit, mon bras gauche, c'est ce que tu veux. Donc c'est une alternative à Gemini ou À Gemini, à ChatGPT, pour moi, c'est bien plus complet et il m'aide pour toutes mes questions donc Meta professionnelles. n'a pas fait le choix d'Apple, Non. a fait le choix de se lancer dans la bataille de l'agent conversationnel LLM. Et c'est d'ailleurs le souhait de beaucoup de gens apparemment dans notre sondage. Hein. Et en fait, c'est plutôt ça, parce qu'il y avait une certaine frustration. On a pu le deviner à travers les résultats du sondage. Mais au moment où Apple rachète un laboratoire, Meta rachète quasiment une usine, on va dire. Clé en main. Clé en main. Quelque chose qui fait pas de chiffre d'affaires d'un côté, quelque chose qui fait déjà du chiffre d'affaires de l'autre. Oui, c'est pas une question de chiffre d'affaires, mais c'est une question de technologie. Bien sûr. Mais car les applications de Manus seront avec nous, seront intégrées à Meta très rapidement. Bah, c'est déjà écrit. Celles de QEI, on va en parler avec Fred, vont prendre un peu plus de temps. Bien évidemment, mais finalement. Mais elles sont peut-être plus prometteuses. C'est ce que j'allais dire. Il y a pas de plus ou moins, c'est une stratégie. Et en fait, ce qui est important, c'est que moi, dès que j'ai appris que ça était vendu, bon, on pourra en parler à la fin, mais je dis, ça y est, ils ont peut-être enfin solutionné le problème majeur de Siri. On en parlera fonctionnellement. Tu fais du teasing. Je sais bien, mais c'est bien. Ah non, mais je le dis, c'est que pour moi, quand j'ai appris ce rachat, bon, je connaissais pas exactement. Je connaissais le fondateur parce qu'il avait déjà vendu sa boîte. Il est connu là-bas. C'est vrai que personne ne connaissait QA avant. Personne. Le rachète. Ça a été dit. Et c'est là où on est tombé de notre chaise quand on a vu le montant du chèque. Hein. Ben en fait, c'est pas anodin parce qu'en fait le potentiel il est énorme et c'est grâce à ça. Et en fait, c'est comme je le dis d'une certaine façon, mais ils achètent aussi des cerveaux, des ingénieurs, une certaine mentalité, quelque chose qui est qu'on pourrait éventuellement résumer par la seule limite qu'on a, c'est notre imagination, parce que la technologie n'est pas un problème. Et en fait, dans cette boîte qui a été fondée il y a 4 ans seulement, hein, c'est quelque chose quand même qui est récent, plutôt récent. Donc en 2022, à Ramat Gan, dans la banlieue de Tel Aviv, c'est l'équivalent de Levallois, quoi. Si je peux, de Paris. Il y a 4 ans, a racheté 2,4. Voilà. Et donc en gros, le fondateur était avec ses côtés avec Jonathan Wexler qui est passé par Orcam, avec Avi Barzilias. La startup avait déjà levé une première fois 24,5 millions de dollars début 2023 auprès. Attends, tu veux dire que la première levée, 24,5 millions et en 2023, donc 3 ans après. Ouais. 2 milliards. Bah oui. Ouais. Non, mais la valorisation, on ne savait pas à combien c'est, on n'a pas les détails, mais c'est vrai que Clarier Perkins, c'est quand même un gros fonds. Google Venture, c'est un grand fonds. Exor, c'est un grand fonds. Bon, ils ont eu les plus gros. Ils ont eu, voilà, tout le monde était intéressé. Alors, ça veut dire qu'Apple a quand même réussi, Fred, à prendre de vitesse le reste du marché. Donc, ça devait intéresser d'autres acteurs importants. On parlait de Meta, mais pourquoi pas Microsoft ou Google, hein, puisqu'ils ont investi dans la boîte. Ils ont investi dans la boîte et donc Apple n'étant pas là au début, il n'était pas forcément le premier concerné, même s'ils avaient quand même des liens très forts avec le fondateur, Aviad, puisqu'il il est à l'origine de Face ID. Alors j'ai regardé un petit peu les évolutions du nombre d'effectifs de cette start-up. Et en fait, durant l'année 2025, ils ont multiplié par 2 ou 3 les effectifs. C'est-à-dire qu'il y a eu une levée de fonds. Ils sont passés, je suppose, dans les mains d'Apple au niveau audit pour vraiment les challenger. OK, on est prêt à vous racheter, mais on va auditer votre société et on va vous demander, je suppose, hein, de passer d'un POC à quelque chose de un peu plus industriel. Qu'est-ce qu'un POC, Fred, pour les non-initiés? Un POC, c'était un proof of concept, donc c'est vraiment le premier prototype qui va marcher, mais pas forcément dans un usage opérationnel, voilà. Et Apple peut pas acheter juste. Apparemment, ils ont pas voulu travailler juste sur ce POC-là, sur une démo vraiment très laboratoire, comme il y en a dans pas mal de startups. Et donc, apparemment, la société Q.ai a
recruter et à augmenter ses effectifs de façon considérable. Donc moi, je suppose que Apple était à l'origine dès début 2025 en lien avec eux. Il y a comme Stéphane a dit, il y a une proximité des laboratoires de recherche d'Apple et je pense qu'ils ont embauché pas mal de monde pour pouvoir faire de l'apprentissage, probablement sur du hardware Apple aussi, probablement avec du Face ID, avec des puces Apple, etc. Et du coup, ça aboutit 1 an plus tard à ce rachat-là. Mais apparemment, ça a commencé bien avant parce que ça s'est agité, comme je vous le disais, avec des recrutements massifs d'ingénieurs pour vraiment passer de la recherche à un objet opérationnel qui prouve son efficacité. Alors, tu le soulignais, Fred, à l'instant, et tu le soulignais, Stéphane, ils rachètent une société qui aujourd'hui n'a, pour le moment, rien à vendre. Hein. Donc, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Et encore une fois, un pari sur l'avenir à 2 milliards, même si Apple est un peu richissime et il y a un petit peu les poches, les réserves des poches d'un pays riche et développé, ça montre que les applications possibles, enfin, on parlait encore dans ce 2e ou 3e chapitre de cette émission, on tease, soient assez intéressantes. Encore une fois, beaucoup s'attendaient à ce qu'Apple rachète une IA clé en main, un IA LM un peu comme tu l'as montré avec Manus et Meta, Stéphane. Et puis, on a cru sur le moment que c'était aussi une manière de dire peut-être que ce rachat sur le long terme, Fred ou Stéphane, hein, vous répondez si vous le voulez, signifie qu'on commence à préparer l'après Gemini. Ah bah oui. C'est plus compliqué que ça, à mon avis. Hein. Je pense aussi, mais en fait, il faut juste se revenir, même Google, qu'est-ce qu'a fait Google en 2014 ? Ils ont acheté une boîte qui s'appelle DeepMind, qui était un laboratoire qui faisait... Petit laboratoire qui faisait $0 de chiffre d'affaires. Mais ils l'ont payé cher. 500 millions. Ouais. Bon, à l'époque. Aujourd'hui, ça vaudrait bien sûr bien plus cher. Aujourd'hui, combien de chiffre d'affaires fait DeepMind ? 0. Par contre, ils travaillent beaucoup, ils font plein de travaux et certains... Et c'est l'avenir de Google. Voilà, et certains produits sont exfiltrés et travaillent, et Google travaille dessus. On a Gemini, on a l'AI Studio, on a Nano Banana, on a Notebook LM, on a tous les travaux de recherche qu'ils font sur les protéines, c'est fantastique, et c'est un formidable laboratoire, et c'est la star des Google I.O. maintenant, à chaque fois le patron de DeepMind. Pour moi, on est presque sur la même stratégie. Ils ont pris ce laboratoire. Je dis pas que tout Apple va changer, mais beaucoup de choses vont changer. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'Apple, on l'a compris, a raté le virage du LLM, comme d'autres marques, et comme Google qui a rattrapé son retard. Là, ils ne veulent pas rater le virage, plutôt du machine learning, Fred, aujourd'hui, et voire même au-delà, on va en parler dans un instant, c'est bien ça. Oui, alors c'est du machine learning parce que c'est vraiment des choses qui doivent être très rapides et surtout implémentées dans le cœur des puces. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du logiciel, vous voyez, qu'on embarquerait comme Gemini dans iOS, hein, qui certes utilise le hardware, mais qui a un modèle qu'on charge, voilà, qu'on décharge en mémoire, etc. Là, il s'agit de un peu comme Siri, vous savez, quand vous dites le mot-clé Siri tous les deux, votre iPhone, il se réveille. Votre Apple Watch va se réveiller. Vous imaginez bien que quand votre iPhone il tourne, il n'est pas en train de tourner au niveau logiciel. On a désactivé les CPU, les GPU, etc. Il y a vraiment que le Always On qui fonctionne, c'est-à-dire l'écran comme ça à 1 Hz. Et bien en fait, il y a un petit bout de la puce qui va écouter et uniquement déclencher et réveiller tout le système uniquement quand il croit comprendre Siri. Par exemple, ce mot-clé-là. Donc ça, c'est vraiment du machine learning qui est vraiment hyper minimaliste parce qu'il faut pas que ça consomme beaucoup d'énergie. Et ces gens-là sont spécialistes de ça. Ils sont spécialistes des petits modèles machine learning qu'on va loger au cœur des puces. Et c'est pour ça que c'est Johnny Isrouchi, d'ailleurs, qui a fait apparemment l'annonce indirecte à Reuters de ce rachat. Et tu me disais en préparant cette émission, Apple n'a jamais payé en milliards l'accès à une start-up au niveau qui est juste en termes de R&D pur. Hein. Non, c'est la première fois. C'est pour ça que ça a surpris beaucoup. Et puis ça, je pense qu'en Israël, ça a été vraiment un grand moment. Et en gros, on sait qu'il y a à peu près une centaine de personnes qui vont rejoindre Apple. Beaucoup vont rester, 80%, un petit peu ce qui s'était passé avec Face ID. 80% va rester en Israël. 20% ou probablement les principaux responsables de la R&D et chercheurs que tu as cités vont aller directement en Californie, au plus près des équipes, notamment tout ce qui est Neural Engine et ISP, Image, Signal Processor, tous ceux qui traitent Face ID et ce genre de signaux.
Alors, pour préparer l'émission, j'ai regardé le nombre de ventes qui ont été faites avec des sociétés israéliennes. Par Apple? Non, On est en général. En général, il y a eu pour 111 milliards de ventes de De sociétés, start-up. dont une qui a été achetée à elle toute seule 32 milliards par Google, qui s'appelle Wiz, et qui a permis à Google de devenir le numéro 1 du cloud, ni plus ni moins. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, comme Palo Alto Network a acheté une boîte de cyber 25 milliards. Donc, en Israël, ils ont l'habitude des gros coups. Ouais. D'accord. Parce que le pays est, en fait, il crée il crée la start-up, il crée la start-up, et en fait, ils utilisent le pays comme un prototype. Ok. Et voilà, ça marche. Comme Waze. La différence là, c'est que cette fois-ci, QI, on va pas avoir on pense pas, du moins Fred, avoir la matérialisation de cette techno. On va en parler encore une fois dans un instant. Tout de suite dans Apple Intelligence, déjà, on voit qu'Apple Intelligence a du retard et l'intégration de Gemini n'est pas pour tout de suite dans le nouveau Siri. Et ça n'aidera pas à remplacer Gemini, mais c'est vraiment un choix à court, à moyen ou long terme. Exactement. Alors, les premières applications, parlons-en. On pense naturellement, les amis, aux AirPods qui ont besoin de mieux entendre. Et on pense naturellement à Siri qui a besoin, lui, de mieux comprendre. Oui, c'est ça. Donc QAI, dans un premier temps, donne à Apple l'accès à des interfaces de parole silencieuses, des SSI, comme on dit. Ce domaine exige donc une approche multidisciplinaire où la physique rencontre l'intelligence artificielle de pointe. L'avantage de QUI sur ses concurrents, donc il y a Leopal, Terego, Wizir, Augmental, réside dans sa capacité à utiliser des capteurs optiques similaires donc à Face ID pour une capture sans contact et sans caméra frontale, ce qui est idéal pour une intégration invisible dans les futurs produits et logiciels d'Apple. Alors Fred, si tu veux rebondir sur ce point-là, parce que tu nous as beaucoup inspiré pour cette émission et notamment sur ce point-là que tu nous as trouvé ces explications, si tu veux rentrer plus dans les détails, dans les explications. Ouais. Alors, effectivement, il y a l'environnement bruyant où, effectivement, en scannant la bouche ou la mâchoire, effectivement, on va deviner des mots et on va améliorer l'expérience. Mais il y a aussi une des frictions du problème vocal, c'est comment je peux ordonner vocalement dans des transports en commun ou parce qu'il y a une proximité avec des personnes que je connais pas, je veux utiliser l'interface vocale. C'est pas particulièrement bruyant, mais je veux de la discrétion. Et donc là, c'est une réponse aussi à cette friction du vocal où je vais pouvoir chuchoter, voire juste articuler sans sortir le moindre mot. Et apparemment, ils sont capables de faire ça avec une fiabilité vraiment excellente. Et il y a d'autres usages et nouveaux produits, on peut commencer à en parler, qui pourraient tirer parti de cette technologie et qui pourraient expliquer encore une fois, Fred, qu'Apple a mis 2 milliards sur la table. Oui, alors on pourrait aussi voir par exemple l'amélioration de Face ID parce que vous savez que Face ID c'est donc un scan en 3D de son visage, mais si on faisait des moules en silicone de visage de quelqu'un et qu'on se le mettait, on pourrait usurper son identité. Donc ils essaient quand même de détecter un certain nombre de choses, mais là on pourrait détecter les micro-expressions par exemple de ton visage et on pourrait l'associer dans la partie données biométriques. Non seulement ton visage 3D, Apple pourrait associer ça à tes micro-expressions et quelqu'un qui scannerait ton visage, ferait une reproduction en latex de ton visage parfaite, imaginons, etc., n'aurait pas ces micro-expressions. Donc, on pourrait fiabiliser, par exemple, très fortement Face ID. Mais ça, c'est pas dit. Ça, c'est ce qu'on pourrait, parce qu'il parle de micro-expression, donc ça pourrait améliorer la sécurité des dispositifs, notamment sur iPhone et potentiellement sur Mac le jour où on aura Face ID sur nos MacBooks. Donc en résumé, si je comprends bien, Fred, aujourd'hui, donc on va voir encore une fois, on va lister ensemble, si tu veux bien, l'ensemble des applications, parce que ça va bien au-delà de Face ID, de Siri. Il y a de nouveaux produits qui devraient arriver, qui devraient l'intégrer. Mais le chantier aujourd'hui pour Apple, c'est l'intégration vraiment des technologies QI au cœur d'Apple. Et au cœur d'Apple, c'est quoi? C'est les puces. Et les équipes de Johnny Strugis, c'est vraiment eux qui vont prendre la main là-dessus. Et tu me disais qu'en préparant cette émission, on prépare un changement d'air. On passe d'une IA, tu disais, biométrique. On passe d'une IA LLM ou une IA engine, comme on a d'habitude, à une IA biométrique et sensorielle, c'est ça?
Oui, et c'est exactement ça. Je pense que Apple vise ce côté physique des choses. Alors c'est difficile d'entraîner les modèles LLM sur la physique, parce que tu le sais, le français Yann Lequin dit les LLM ils arrivent à un palier parce qu'ils sont pas entraînés sur la réalité physique. Donc lui il travaille sur ça, mais bon on n'en est pas encore là. Et je pense qu'Apple ils optent sur une voie intermédiaire en disant j'ai le LLM, je vais avoir Gemini et ça va me donner un LLM mais qui va avoir des lacunes parce qu'il ne connaît pas le monde physique. Et grâce à cette société et ces technologies, je vais lui donner en parallèle la captation du visage qui va me donner des données biométriques, des micro-expressions du visage que je vais pouvoir interpréter. Et notamment, tu vois, quand tu parles à Siri, ou même un LLM comme ChatGPT, quand tu commences à faire des blagues, quand tu commences à dire ouais c'est bien, t'as vraiment tout compris. C'est-à-dire que t'as un côté un petit peu ironique, il n'arrive pas à savoir que tu dis que tu es ironique. Peut-être qu'avec les micros, et j'en pense même sûrement avec les micro-expressions, Apple, dans Apple Intelligence, pourra faire le lien entre ces micro-expressions qui sont ironiques, qui sont qui sont interprétées par ces technologies, et donc mieux nous répondre. Et c'est souvent ça la frustration quand on fait du chat, même avec les plus puissants modèles, que ce soit Gemini, c'est que quelque part on peut pas faire tellement d'humour, il comprend pas notre expression parce qu'il n'a pas accès au modèle physique. Voilà. Et puis il y a l'humour de Christophe aussi. Des fois même Aussi. la plus grande des intelligences a du mal à la comprendre. Mais il n'est pas là, donc on peut se lâcher. Oui, elle est là. Tu me disais également que c'était en gros, on passerait d'une IA qui traite les données, c'est ce qui manque à Apple aujourd'hui, de la contextualiser, à une IA qui ressent véritablement l'utilisateur. Ce serait une IA moins conversationnelle, mais plus prédictive, plus sensorielle, encore une fois. Ouais, plus sensoriel, et je pense que ça ferait plaisir à Yann Lequin encore une fois, parce que il y a beaucoup de choses quand on parle avec quelqu'un, quand on veut avoir une discussion, il y a, vous savez, tous les messages invisibles, la gestuelle, les mouvements de la bouche ou des yeux qui sont expressifs et qui font qu'on s'adapte continuellement. Il faut bien penser qu'avec un LLM, vous n'avez pas tout ça. Il y a souvent de la conversion audio to texte, et puis ça s'arrête souvent à peu près ici. Là, avec une captation effectivement des micro-expressions, on va pouvoir enrichir le LLM. Donc pour moi, c'est pas un remplacement de Gemini, c'est un complément de Gemini, et qui va permettre de viser juste et de mieux, et d'anticiper aussi des choses, parce qu'il y a des choses sur le visage qui se passent avant même qu'on l'ait exprimé, et donc peut-être que Siri aussi sera peut-être plus réactif sur nos iPhones ou sous nos AirPods avec nos écouteurs, ainsi que sur les Mac, peut-être, si on avait ce genre de capteur. En fait, Pour conclure, Stéphane. justement pour conclure très rapidement, c'est vrai que si on doit résumer tout ce que tu viens de dire, Fred, c'est QAI, c'est l'art de transformer des non-dits en commandes. Nos visages vont devenir des nouvelles télécommandes, en fait, d'une certaine manière. Alors, c'est vrai qu'on va peut-être froncer un sourcil et ça va peut-être lancer Siri. Alors, attention aux tics, ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est une nouvelle façon de communiquer. Et c'est ça qui va être différent. On sera sur une sorte de silent Siri. En fait, on n'aura plus besoin de dire. Et c'est quand même fabuleux. Et aussi peut-être une IA qui aurait besoin de moins d'apprentissage et ressentir plus les choses. On va voir. Alors, quelles applications, quels usages, quels nouveaux produits surtout nous prépare Apple pour tirer parti de la technologie de QAI? On vous dit tout, mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple et du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette année, qui doit être encore en train de crapahuter avec une voiture électrique au fin fond de la Chine, c'est notre ami Stéphane qui s'y colle cette semaine. C'est à toi, Stéphane. Alors, la première news, c'est l'iPhone 17e. Voilà. Donc, Apple prépare donc l'iPhone 17e pour ce mois de février 2026 avec quelques améliorations attendues. La Dynamic Island arrive. C'est-à-dire que tu n'aurais plus l'encoche, tu aurais la petite pilule qu'on a maintenant sur les iPhones. Exactement. L'arrivée de MagSafe, une puce A19 gravée en 3 nanomètres. Le prix serait similaire, 719 €, $599. Mais avec le double stockage en standard, malheureusement, l'écran resterait bloqué à 60 Hz et la photo n'aurait que des améliorations logicielles. Donc en clair, on n'aurait pas un écran Retina. En gros, c'est ça l'idée. Pas un écran Retina, un écran d'affichage ProMotion. Voilà, chercher le terme. C'est assez logique, Fred, chaque année. Alors, il semblerait qu'Apple maintenant veut vraiment
investir dans le milieu de gamme avec la gamme E. On l'a vu l'année dernière avec l'iPhone 16e qui est arrivé peu ou prou à peu près à la même période. Les leakers annoncent une possible arrivée dès la semaine prochaine. Fred. Oui, puis il faut faire la différence avec l'iPhone 17. Vous savez qu'il a quand même rattrapé pas mal de retard sur l'écran, sur la photo, etc. Donc, je pense qu'effectivement, là, il y a vraiment un compromis prix qui fait que il faut vraiment qu'il y ait une différence entre le 17 et le 17E. Donc, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'évolution. Ouais, il y a des petites modifications, mais qui sont importantes. Notamment le Max L, c'était assez embêtant et c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir une dynamique externe plutôt que l'encoche. On parle du Mac low cost à nouveau. Apple lancerait donc son MacBook low cost d'entrée de gamme entre $699. Ça se confirme. Ça se confirmerait et donc entre $699 et $799 équipé d'une puce A18 Pro et seulement 8 Go de RAM, sans Thunderbolt, sans 8 gigas de RAM. rétropéage, du clavier, mais avec des ambitions massives jusqu'à 7,9 millions d'unités vendues annuellement. C'est la machine qui pourrait enfin conquérir l'éducation et les petites entreprises. 7,8 millions. Waouh, c'est un choix. Le prix reste c'est élevé. Plusieurs années alors. Oui, d'accord, mais pour du low cost, c'est quand même élevé quand même. Ouais. Parce que nous, on a la taxe Apple, donc. Ouais. Alors, moi, j'ai même vu des liqueurs qui annoncent un prix en dessous des $600. Est-ce que tu y crois, toi, ce Mac low cost, mon cher Fred? On sait qu'en ce moment, en plus, le marché se tend un peu parce que, effectivement, l'IA que tu suis de près fait que le prix de la RAM s'envole et le prix des SSD également. C'est-à-dire qu'au moment où on a du mal on enregistre une augmentation des prix, Apple sortirait un Mac à prix cassé, ce serait assez étonnant. Un sacré pied de nez à l'histoire et à l'actualité du moment. Oui, c'est assez étonnant. C'est pas vraiment pour l'instant la stratégie d'Apple. Le truc que je pense, c'est que la puce ne peut pas justifier à elle seule la différence de prix. Même en réutilisant une puce d'iPhone, ça fait pas de telle différence à le MacBook Air. Donc, je suis prudent un petit peu sur les compromis qu'il va y avoir sur l'écran, sur d'autres, sur la coque aussi, sur le matériel utilisé. S'ils y arrivent, je pense que ça peut être intéressant pour eux parce que ils sont pas vraiment percés dans le monde de l'entreprise comme ils auraient pu le faire. Tu te rappelles avec le M1, à l'époque du M1, on pensait qu'ils allaient pouvoir prendre des parts de marché et peut-être monter à 20, 30, 40% au niveau entreprise. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est peut-être, il va falloir surveiller ça, mais moi, je suis surpris. Eh oui. Voilà. Et là, il y a une vraie opportunité avec la mise à jour de Windows qui oblige beaucoup d'utilisateurs à changer l'entreprise à changer leur. Il faudra diminuer un peu le prix quand même pour être low cost. Ouais, ben on va voir. Ouais. Ça semble se confirmer. Moi, ça me surprend également, mais ça semble se confirmer. Il semble également, Stéphane, qu'on ait retrouvé la trace de l'Apple Car. Alors là, c'est une nouvelle qui a pu faire plaisir à tout un tas de fans de l'Apple Car. Je pense à Cédric, je pense à Monsieur X, qui en rêvait. Qui en rêvait. Et Ferrari l'a fait. Ah oui, en effet, car Johnny Ive et Mark Newson ont en effet créé la Ferrari La Luce, une voiture électrique 100% luxe avec plus de 1000 chevaux et qui met 2,5 secondes pour arriver à 100 km/h. L'habitacle est un hymne à l'analogique, Gorilla Glass partout, aluminium brossé, vrai bouton physique, zéro plastique. C'est la voiture qu'Apple n'a jamais osé faire en fait. Alors on peut penser que Fred, qui a beaucoup de travaux qu'a mené pendant des années Johnny Ive et Mark Newson, Johnny Ive et Mark Newson, Johnny Ive, vous le connaissez tous, c'était le papa du design de l'iPhone, de l'iPad, de l'iMac et du MacBook Pro, enfin j'en passe, et des meilleurs. Et Newson, c'est le papa de l'Apple Watch. On peut penser que tous ces travaux durant des années qui ont été jetés à la poubelle, beaucoup se retrouvent dans cet intérieur qu'a designé ces deux grands designers aujourd'hui pour Ferrari. C'est pas le même prix que l'Apple Car. Ouais, ben c'est plutôt une bonne chose. Quelque part, les ex-Apple font des petits un petit peu partout, hein. Mais on l'avait vu aussi, tu sais, avec le petit dispositif PIN qui a fait un flop, hein. Et le design était là et ils étaient reconnus. Et on l'aura peut-être d'ailleurs aussi avec les travaux qu'ils font avec OpenAI, tu sais, qu'ils veulent sortir un dispositif hardware wearable. Voilà, d'ici la fin de l'année, ils ont dit. Donc on verra. Donc c'est vrai qu'on voit quelque part, Apple a souvent retenu ses talents, mais ils ont été un petit peu dispersés. Donc
c'est ce qu'on retrouve un petit peu à droite à gauche, c'est pas mal. En tout cas, on sait que un des chantiers qui motivait le plus ces dernières années quand il était chez Apple, Johnny Ive, c'était celui de la voiture et de l'Apple Car, le fameux projet Titan, et que s'il est parti, c'était aussi peut-être une des raisons que le fait qu'Apple ait abandonné ce projet-là, à un moment où d'ailleurs beaucoup d'entreprises de tech chinoises rencontrent un grand succès avec leurs véhicules électriques. On pense notamment à Xiaomi en Chine, et la voiture arrive bientôt en Europe. On parlait des AirPods et il semblerait qu'avec l'arrivée d'une technologie comme QAI, il semblerait que justement une version 4 des AirPods Pro soit dans les tuyaux. Oui, Olivier. Donc, les prochains AirPods Pro embarqueront des caméras infrarouges miniatures Ah bah tiens, pour voir autour de vous. Au menu, contrôle par les gestes, audio spatial amélioré et surtout analyse de l'environnement en temps réel, traduction, avis restaurant. Apple transforme donc nos écouteurs en petit assistant visuel. Donc voilà, donc c'est en fait des caméras dans nos oreilles pour encore mieux écouter. Ça peut paraître paradoxal ou nous surveiller au choix. des caméras infrarouges qui seraient indispensables pour faire fonctionner QAI. Il semblerait que la boucle soit bouclée. Alors, c'est un peu rapide, c'est un petit raccourci, je sais bien, Fred. Mais on sent que les planètes s'alignent. Hein. Oui, tout à fait. Surtout que l'idée de QAI, c'est pas tellement de photographier la bouche, comme on l'a dit, pour traduire, etc., comme certains acteurs l'ont fait pour le doublage, etc. C'est vraiment de projeter des points, un peu comme Face a dit, on projette des points infrarouges, ce qui fait que ça marche même la nuit. Du coup, c'est un gros avantage. Et du coup, on regarde ces points. En fait, la déformation des points relève en fait la forme et les changements de mouvement de la mâchoire ou de la bouche. Et donc, typiquement, s'ils font ça, c'est vraiment dans cette optique. Pour moi, il y a pas photo. S'ils arrivent à sortir ça, ça sera pour faire ce genre de dispositif. Ouais. On va en parler dans un instant sur les applications de cette technologie au sein des produits d'Apple. On termine avec le MacBook Pro M5 Pro et M5 Max. Oui, Olivier. Donc là, les MacBook Pro M5 Pro et Max, pardon, ne sortiront pas en février, mais au printemps, début mars au mieux. Apple attend macOS 26.4 avec le nouveau Siri. Pendant ce temps, la génération M5 ne serait qu'une transition avant l'arrivée du M6 fin 2026 avec l'écran OLED, une nouvelle coque et un écran tactile. Non. J'ai très très plaisir. Oui. Oh, au secours, l'écran. Deux MacBook Pro la même année. Wow. Comment de tuer le MacBook Pro même qu'il le sorte en lançant le M6 Je comprends pas trop, Fred. Et surtout que l'arrivée d'un M6, d'un M5, MacBook Pro M5 est arrivé avant Noël, est arrivé au mois d'octobre. Oui. C'est étonnant qu'ils attendent autant pour sortir une version Pro, une version Max. Alors moi, ça m'étonne pas parce que déjà sortir des MacBook Pro, tu le sais, en février, moi, je crois que j'ai jamais vu. En général, c'est plutôt mars-avril, déjà la période. Après, ce qui se dit au niveau du silicium, des acteurs du silicium, c'est que le Pro et le Max auraient une configuration un petit peu particulière cette année. La façon dont on assemble les composants, elle serait modulaire, un petit peu comme on a vu sur le Vision Pro avec la puce R1, real time, qui traite beaucoup de flux, c'est-à-dire qui passerait au chiplet, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des configurations avec beaucoup de CPU, pas beaucoup de GPU, ou beaucoup de GPU, mais vous voyez, alors que le Max et le Pro sont beaucoup plus standardisés, on peut moins les configurer. Donc si effectivement Apple aborde avec TSMC, le taïwanais, une approche plus modulaire de conception de puces, où c'est vraiment des puces différentes rapprochées. Il se pourrait qu'effectivement ça prenne un peu plus de temps et qu'il y ait ce délai. Donc, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire. Merci Fred. Et puis, tu vois, des difficultés pour le M5, on imagine même pour le M6. Alors déjà, dans ces deux générations de puces la même année, c'est déjà arrivé historiquement, mais tout ça s'accélère cette année du côté d'Apple. Merci Stéphane. Je vous en prie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Busomètre. Allez, on revient au sujet principal de cette émission, à savoir le rachat de QAI par Apple. Pourquoi faire ? Eh bien, une première piste pour mieux communiquer tout simplement. L'IA pour mieux communiquer, sans surprise les amis, on l'a dit, l'un des usages de cette technologie par Apple, c'est qu'elle nous permet de mieux communiquer. Et puis, tout simplement, Fred ou Stéphane, en lisant sur le visage, on peut améliorer ce que dit un utilisateur dans un environnement très brillant, tout simplement.
Oui, mais tout à fait. Et dans les environnements bruyants où on peut pas forcément utiliser les mains, comme les transports, comme je sais pas moi, quand on est dans une soirée, dans un bar, etc. C'est un petit peu embêtant. On n'a pas vraiment de Podcast, j'ai le micro et on peut pas faire ce qu'on veut. Ah, ça, je sais. Voilà. Il est frustré, regarde. Ah ouais. Je lui ai mis un micro près du corps comme ça, exprès pour que voilà. Mais là, il est pas bien. Ah non, je suis pas bien. Là. Il est pas bien. Pardon, je t'ai coupé, Fred. Et c'est vrai que je pense que Apple doit avoir maintenant une bonne compréhension des moments où Siri se plante, Google aussi. Et je pense que comme ils testent aussi Gemini, ils voient aussi très bien les limites des LLM, parce que comme tu le sais, Apple, en tout cas pour l'instant, prend de l'audio, convertit en texte, ça s'appelle le speech to text. Ce texte est analysé par le LLM. Après, le LLM donne la réponse en texte et c'est converti du texte en audio. Donc, ces conversions-là, effectivement, elles marchent pas toujours très bien quand il y a du bruit, quand on est plusieurs à parler, quand des fois on a la voix qui est pas forcément bien calée avec les AirPods, ils sont pas forcément au bon endroit, etc. Où il y a une moto qui passe. Et donc, ça, au-delà du modèle, c'est que il y a pas mal de commandes qui marchent pas. Et puis, comme je te disais aussi, c'est qu'il y a des moments, on veut donner une commande, mais on veut pas que tout le monde entende ce qu'on a à dire. Même si on a les écouteurs AirPods, moi, j'utilise souvent des AirPods, j'ai pas forcément envie de crier parce qu'il y a du bruit ou de parler, de dire que je veux faire telle ou telle action. Donc, ça pourrait vraiment résoudre cette friction. Donc la première application, on est bien d'accord, ce serait plutôt pour Siri, pour les AirPods. Hein. C'est ce que tu as appelé l'ère de la communication silencieuse en préambule de cette émission. Une sorte de nouvelle version de Siri, hein, la version 3 ou la version 4, qui serait une sorte de Salin Siri en gros. Exactement, c'est la fin donc du D-Siri qui était peut-être un peu honteux finalement parce que ça marchait jamais, etc. Donc là, au moins, on aurait quelque chose qui se baserait sur un simple froncement de sourcils. J'ai donné comme exemple, mais ça peut être n'importe quel. Même en parlant sans émettre de son, hein, juste avec comment dit-on, en lisant sur les lèvres, on peut imaginer ça, Fred. Oui, tout à fait. Et d'après ce que j'ai lu, d'après les recherches, ils sont même capables de savoir si on est en train de parler ou de mâcher du chewing-gum. D'accord. Ils arrivent, en captant la mâchoire, à faire la différence entre les deux, ce qui est quand même assez subtil, hein, parce que franchement, Détection de des vibrations de la mâchoire, des tissus. Ouais, tout à fait. Avec les tissus, ils ont entraîné, en fait, ils ont fait un entraînement de gens en train de parler. Et je pense que, d'ailleurs, si cette start-up est passée d'une centaine de personnes à peut-être 200, on parle de 300 personnes, c'est justement pour faire ce genre d'entraînement. Ils ont fait beaucoup d'entraînement appliqué pour vraiment confronter peut-être avec du matériel Apple et peut-être des moteurs Gemini déjà qui équipent ces prototypes à justement entraîner la captation de la mâchoire, parce que l'iPhone, tu l'as en face de toi, il peut capter la bouche, c'est une chose, mais tu vois, sur un petit AirPods ou même le Max, tu peux pas avoir la bouche en face. T'as quand même t'as pas ton smartphone en face. Et encore une fois, Fred, étant donné que c'est une technologie qui va être implémentée dans le hardware, dans la puce, ça ira vite. Enfin, la promesse, c'est ça, que ça aille vite et ça apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à la concurrence. C'est-à-dire, si la concurrence veut faire la même chose, quand même copier le concept en version logicielle, ça sera beaucoup plus lent, il y aura des latences. Et l'intégrer dans une puce, c'est pas si simple que ça. On est bien d'accord. Donc, on pourrait imaginer véritablement que cette nouvelle génération de Siri serait capable de lire sur les lèvres. Et puis, c'est aussi un formidable espoir pour améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, les amis, hein, j'imagine. C'est sûr. Alors, l'accessibilité, j'en discutais avec un confrère, Zuber, qui travaille beaucoup sur ça. C'est très, très important. Ça peut être l'accessibilité, effectivement, pour les personnes handicapées, de façon constante, mais aussi des personnes handicapées, on n'y pense pas assez souvent, de façon temporaire. Effectivement, dans la vie, on peut être temporairement handicapé. Je sais pas, tu sors de chez le dentiste, tu vas pas pouvoir parler facilement, etc. Ou alors tu as les mains prises, etc. Tu vas vouloir utiliser le vocal, mais à condition que ça marche bien. Donc, on a vu avec l'Apple Watch qu'on est blessé, qu'on a fait une chute. Je suis pas sûr que, par exemple, si je fais une chute, effectivement, je puisse prononcer correctement
correctement les mots, eh bien, améliorer ça va améliorer la vie de tout le monde et pas que des handicapés. C'est souvent ce qu'on dit dans l'accessibilité. Ce n'est pas que les handicapés permanents. C'est aussi toutes les personnes qui peuvent, dans leur vie, rencontrer ce genre de difficultés. En plus, ça donne une chose qui est très importante pour le marketing Apple, c'est que il faut qu'ils rattrapent effectivement Google et les OpenAI sur le vocal, etc. Il faut aussi qu'ils aient quelque chose à donner en plus que les autres n'ont pas. Et c'est vrai que Face ID, c'est quelque chose qui, même actuellement, Google et les autres ont du mal à faire vraiment de l'authentification. Donc c'est un vrai succès, c'est un vrai différent. Ils n'y arrivent pas. Alors ils essayent, hein, mais pas quand même pas la sécurité, le niveau de profondeur de Face C'est ID. pas performant, je l'avoue. Je le confirme. Alors si Stéphane le confirme. Je le dis avec voilà. Avec la tablette Samsung Fold. Il va bien être concurrencé par Modèle et Apple, selon la règle. Voilà. Ils essayent, tu vois, d'être aussi performants. Et Apple, il y a 2 ans, on n'en avait pas parlé, mais il y a 2 ans, ils sont passés au stop millimétrique. C'est-à-dire que la profondeur du visage est en dessous du millimètre. La précision. Alors, c'est pas que les capteurs soient meilleurs, c'est qu'avec le machine learning, ils ont réussi à estimer, à affiner ça. Et donc, on parle de 0,5 millimètre de précision dans le visage. Donc, ils sont vraiment très forts. Et je pense que ce succès-là, ils veulent l'appliquer aussi avec la voix et c'est une bonne idée d'investir, comme disait Stéphane, sur le moyen long terme parce que ça paiera. On avait fait le test, souviens-toi, lorsque l'iPhone 10 est sorti avec Face ID, on était encore installé à l'école 42, on avait la chance d'avoir des étudiants jumeaux dans une promo, donc on les avait fait venir et la première version de Face ID autorisait que des jumeaux puissent déverrouiller le même iPhone. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup d'autres éléments, l'iris en particulier, parce que bon, des jumeaux, ils ont beau se ressembler, ils n'ont pas le même iris. D'accord. Et donc voilà, donc déjà dès le départ, mais c'est vrai que là, on va atteindre un niveau de sécurité. Il faudra penser à toutes les applications où la sécurité, juste, ça fait préfigurer quelque chose qui est quand même pas une tendance, mais qui va d'ici, 2030, il y aura plus de mot de passe. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'en ai marre. Je ne peux plus les mots de passe. Bah voilà, tu seras le mot de passe. Très bien. Ton visage sera le mot de passe et le fait d'être ultra précis à travers des capteurs comme ceux-là, il y aura on pourra aller sur des données de plus en plus sécurisées et importantes. Donc cette techno QI pourrait arriver partout. On l'a vu sur l'iPhone, sur Face ID, sur les AirPods, sur l'Apple Watch. On va en parler parce qu'on va parler de santé dans un instant. Mais moi, je trouve qu'il y a où je suis le plus limité dans mon quotidien, c'est lorsque il m'arrive d'utiliser le Vision Pro. Ah oui. Et oui, on va en parler dans les coups de cœur, tu vas voir. Et c'est vraiment l'autre intégration possible, c'est le Vision Pro parce que lorsqu'on l'a testé et qu'on l'utilise au quotidien, on est, je trouve, assez vite, frustré d'utiliser les gestes, bien que ce soit assez fluide et que le naturel serait qu'il détecte un petit peu, comme il détecte le regard, certaines de nos pas mimiques, mais certaines de nos indications faciales et au-delà, peut-être de pouvoir réagir plus à la voix avec un nouveau Siri. Alors c'est sûr que grâce à ça, on n'aura plus besoin de mettre des emojis où on est content, pas content, rigolant, on rigole ou on a des envies de meurtre. Mais en gros, c'est vrai que, mais en gros, notre iPhone va permettre de. On va pas cacher tes émotions. Non, voilà, ça, l'iPhone saura vraiment reconnaître si notre sourire il est sincère ou si on a envie de meurtre justement. Donc voilà. Ça va vraiment révolutionner la partie iMessage de l'iPhone. Bien sûr, les conversations de famille vont devenir très intéressantes là, je pense. Il y aura beaucoup de divorces et de disputes. Hein. Ouais. Avant de prolonger sur les messages, donc Vision Pro, mais on sent bien qu'Apple a beaucoup moins d'ambition ces derniers temps pour le Vision Pro. On parle beaucoup des lunettes de Meta et des Meta Display. Est-ce que c'est pas la technologie indispensable pour Apple demain pour présenter des lunettes connectées, Fred? Alors oui, ça certainement, parce que du coup, avec les lunettes, on a quand même pas mal de surface pour pouvoir capter la bouche, pour pouvoir capter les mâchoires, la partie aussi des yeux. L'expression des yeux aussi donne pas mal d'informations. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être sûrement très utile. Et comme disait Stéphane, les gestes, c'est une chose, mais c'est pas évident qu'on marche, etc. avec ces lunettes. Par contre, pouvoir arriver à avoir des petits codes avec les yeux, avec la bouche, etc. Pouvoir valider certaines choses, voir le faire des emojis, comme le décrivait à l'instant Stéphane. Tu as fait des smart emojis, c'est ça?
Ouais, les smart emojis, c'est vrai que c'est plus naturel. Ils nous proposeraient le smiley ou quand on fait la tête, qu'on fait une grimace, ils proposeraient directement le bon smart emoji. Puis on peut même penser aux memoji aussi, parce que les memojis, ils étaient animés, tu sais, mais quelque part, ils captaient notre langue. Je crois, il y avait la bouche, le mouvement de la tête, mais il n'y avait pas les micro-expressions du visage. Ouais. Donc on va aussi pouvoir peut-être relancer la partie memoji et notamment, je pense aussi très très fort à l'avenir, à tout ce qui est avatar. Ouais. Parce que là, on voit quand même beaucoup d'annonces pour avoir des avatars sur YouTube, sur d'autres applications, hein, WhatsApp, etc. Les gens veulent aussi exister avec des avatars plus ou moins réalistes, mais ce qui manque, c'est ces micro-expressions et cette réalité. Et puis, pour parler des Vision Pro, tu sais qu'avec Face ID, ils te représentent, mais quelque part, c'est un peu lié à ces techniques de Face ID qui captent pas les micro-expressions. On pourrait encore améliorer, et ça, pour ça, ils sont plutôt leaders sur ça, je trouve, avec le Vision Pro. Son avatar virtuel. Il y a le nom des avatars du Vision Pro, mais ça va me revenir. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant. Avec FaceTime, ouais. On pourrait vraiment avoir un Olivier Frégara qui vraiment est plus vrai que nature, voire rouge de colère quand vrai. il est en colère et vert de Ouais, il a jalousie lorsqu'il est jaloux. Voilà. Alors, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure. L'une des applications possibles, on a beaucoup parlé de Face ID. Donc la sécurité, effectivement, c'est aussi un créneau, sachant qu'en plus, le patron de la boîte a déjà vendu la techno pour Face ID chez Apple. Donc on pourrait aller cette fois aller beaucoup plus loin dans la sécurité. Oui, Olivier, en fait, Face ID, ça nous détecter notre visage, les iris, je l'ai dit, c'est très, très développé, mais on va aller encore plus loin. On va pouvoir détecter la circulation sanguine et des micro-mouvements musculaires, rendant les deepfakes et les masques 3D inefficaces. Apple donc pourrait ainsi monter la sécurité de Face ID à un niveau jamais vu. Copier un visage sur un masque en 3D ou par l'IA, donc en visioconférence, c'est une chose, mais copier nos micro-expressions, ça en est une autre. Et en fait, ça vient conforter quelque chose qui arrive depuis quelque temps, c'est que si on compare l'iPhone et un Android au niveau sécurité, je pense qu'Android ne rattrapera pas de sitôt, voire même jamais maintenant, Apple, pour 2 raisons. Qu'est-ce qui t'arrive cette semaine ? Mais non, mais je le dis, et j'ai même fait une chronique là-dessus, voilà, et même là-dessus à la radio, où je dis que s'il y a à choisir, c'est iPhone sans aucun problème si on a au niveau sécurité. Pour la simple et bonne, pour 2 raisons. Les premières, on vient de le dire, dans le futur, on aura plus, je pense, ce sera très compliqué de voler un iPhone. Bah oui, parce que le Face ID, ce sera très compliqué de pouvoir le voler, mais pas forcément l'utiliser. On ne pourra pas l'utiliser, bien sûr, mais les gens, ils pourront rien faire avec, ça sera une brique. Ils pourront caler des armoires s'ils veulent, mais ils pourront pas faire grand-chose. Donc là, on l'a vu, le Face ID, avec tout l'enrichissement qui va avoir lieu dans les prochains mois et les prochaines années, voilà. Mais l'autre chose qui est importante, c'est qu'Apple maîtrise du matériel au logiciel 100% de la chaîne. C'est Apple qui fabrique son téléphone et on sait ce qu'il y a dedans. Et le logiciel, oui, ça fabrique. Bien sûr, bien évidemment. Et au niveau logiciel, il n'y a que Apple qui fait les mises à jour. Et quand ils font des mises à jour de sécurité, sont des mises à jour importantes et c'est maîtrisé. Quand on est sur Android, il y a l'Android de Samsung, l'Android de Google, des Pixels, l'Android de Xiaomi. En fait, voilà, il y a c'est compliqué. Et chacun est responsable de sa mise à jour. Et en fait, on a un problème de matériel qui a une distorsion avec le logiciel. Donc là, on va une vraie valeur ajoutée. Donc là, au niveau sécuritaire, vous allez voir que tous ceux qui ont ne serait-ce un tant soit peu envie que leurs données soient sécurisées, ne pourront avoir autre chose qu'un iPhone. Et très vite, Fred, tu me disais en préparant cette émission qu'il y a aussi l'impact pour les utilisateurs de produits Apple dans la gestion quotidienne du système. Comme on a pu voir récemment, par exemple, avec les dernières générations, depuis quelques mois ou quelques années, les dernières générations d'AirPods, où on peut prendre un appel ou accepter un appel juste en bougeant la tête, en acquiesçant ou en disant non comme ça. On est encore plus loin dans comment on appelle ça, les micro-acquiescements, c'est ça? Ouais, c'est des micro-acquiescements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils poussent très très loin grâce à cette boîte-là, la gesture, ce qu'ils appellent la gesture, donc la gestuelle, avec des micro-expressions. Mais en plus, ce qui est dingue,
c'est que ils peuvent anticiper, s'ils captent une partie de notre visage, etc., ils peuvent anticiper soit qu'on a fait une erreur, soit qu'on est d'accord, avant même qu'on le dise, avant même qu'on clique. Et du coup, c'est un petit peu une interaction zéro clic. Et ça va être presque un petit peu magique quelque part, ce qu'on avait vu aussi avec le Vision Pro, où il y avait des moments, on avait l'impression que c'était un petit peu magique, que effectivement on était en 3D et qu'il devinait un petit peu ce qu'on va faire. Et là, on va l'avoir, et c'est vrai que c'est assez difficile de se projeter parce que ça n'existe pas actuellement. Mais je pense que les micro-expressions, c'est vraiment une voie qui explique pourquoi ils mettent autant d'argent dans ces technologies. Ouais. Ouais, c'est passionnant parce que là, on comprend véritablement comment on parie sur l'avenir et que on essaie d'impulser un virage. Est-ce que ça va être le bon? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, Apple a mis beaucoup d'argent sur la table pour cela. Vous avez bien vu quels sont les enjeux, quelles seraient les premières applications, mais la plus grande promesse de QA, c'est pas celle-là, c'est la santé. Je vous propose qu'on en consacre un grand chapitre. La santé, Fred, c'est la promesse la plus grande de QA. Hein. Ouais, pour moi, c'est ce que effectivement j'ai détecté, Olivier. La santé, effectivement, par le visage. Les médecins connaissent ça. On arrive à détecter pas mal de choses. Vous savez que dernièrement, Apple a sorti aussi une appli sur la santé mentale qui permet, je crois que ça s'appelle Journal, qui permet de définir son humeur du jour. Alors, c'est un petit peu, je l'ai essayé, c'est un petit peu contraignant, même s'il y a des rappels. Il faut dire comment s'est passée sa journée. Il faut cliquer sur un certain nombre de choses. On imagine qu'un utilisateur moyen qui passe quand même facilement 1 heure devant son smartphone, à différentes périodes de la journée, si on captait ces expressions-là et l'évolution de l'expression et de la forme du visage et les yeux, on pourrait savoir son niveau de stress. Est-ce que c'était plutôt le matin, le soir? On pourrait voir ça aussi au réveil. Est-ce qu'au réveil, effectivement, quand il utilise son smartphone, il est en bon état ou pas? Et on pourrait automatiquement, quelque part, remplir ce journal-là sans avoir à le faire. Mais au-delà, Fred, ouais. Comme parfois on le fait, alors, je ne sais pas si j'ai une tête des bons jours, mais on dit tiens, tu sembles un peu fatigué aujourd'hui, tu as l'air stressé. En cause, l'IA serait capable de faire le même rapport. C'est ça, en fait? Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand nous faisons ça, il faut pas oublier que on a des réseaux de neurones. Des fois, on peut pas dire tu as l'air fatigué parce qu'il y a tout un tas de petits indices dans le visage, dans la gestuelle, la façon dont on bouge, etc. Les petits yeux. Effectivement, on peut avoir des petits yeux, on peut avoir les cernes. C'est-à-dire qu'en 3D, on a le creux des yeux qui sont un peu creusés. Ça peut être les joues. Ça peut être aussi la façon dont on parle au niveau de la bouche. Et donc ça, je pense qu'ils peuvent le détecter, mais eux, ils vont le détecter pareil. Peut-être en moins d'une seconde ou 2 secondes. Ouais. Et surtout, c'est qu'on peut le faire toute la journée, contrairement à des collègues qu'on va pas forcément voir le matin, le soir, etc. Une fois par semaine pour une émission, c'est ça que tu veux dire? Voilà, quelque part, le smartphone, on l'utilise tout le temps. Et les AirPods aussi, on peut l'utiliser quand même pendant pas mal de temps. Donc tout ça couplé avec une Apple Watch qui, elle, voit le côté sanguin, le côté fatigue. Ça promet quand même beaucoup d'applications justement sur ce qu'ils appellent le wellness, le fait de le bien-être. Voilà. On pourrait avoir une application après l'application sommeil, application pour détecter le niveau de fatigue grâce à ça. Et puis on pourrait aussi détecter des pathologies beaucoup plus graves qui parfois s'expriment sur un visage qui pourrait donc en clair sauver des vies. Hein. Ça c'est sûr. En fait, c'est le potentiel santé de QUI et de l'IA en général. On le sait de toute façon, il est important. Mais on pense quoi par exemple aux AVC, parce que généralement les AVC se manifestent par des paralysies faciales. Justement, et c'est ça qui est assez fabuleux. Et même nos AirPods vont pouvoir être utiles pour ça, parce qu'il y a des terminaisons nerveuses au niveau de l'oreille. Oui, on l'a vu dans les nouvelles générations d'AirPods. Et qui vont nous permettre d'avoir ce type d'éléments. Mais c'est vrai que ça va être un miroir de notre santé. Quand ça a été évoqué il y a quelques instants, si par exemple on voit sur notre téléphone, tu as l'air fatigué, ça va peut-être venir la notification. Va dormir. Ouais, voilà, qu'on va peut-être le plus écouter, parce qu'on n'est peut-être pas écouté son copain ou sa copine pour ce type de choses. Mais bon, pour revenir aux maladies, aux pathologies un peu plus importantes, c'est vrai qu'anticiper les signes avant-coureurs de l'AVC, par exemple avec une aide au diagnostic, en cas de doute,
ou même une alerte qui pourrait dire. Et en plus, tu peux croiser les infos. Bien Hein. sûr, non mais c'est fabuleux, c'est qu'on a des années et des années de retour sur les réactions, les premiers symptômes. Il faut juste que ça, moi, malheureusement, je suis pas un spécialiste, mais mon père en a eu 7 Ouais. AVC. Donc je suis bien au courant. Et donc à un moment, au bout du 3e, 4e, on m'avait expliqué comment le détecter. Sauf que j'avais pas d'iPhone, j'étais obligé d'avoir la chance. Tu pas tout le temps avec ton. Voilà, donc en gros, quand on arrive à le Avec détecter, ton papa. quand on arrive à le détecter dans les 45 premières minutes, on peut tout de suite fluidifier le sang et un AVC se transforme en IAT. Voilà, en gros, je suis pas médecin, Donc, mais il faut aller vite. il faut aller vite. Et quand tu vas vite, ma sœur en a eu un aussi. Et ça s'est très bien passé parce que j'ai tout de suite détecté. J'ai vu qu'elle avait un problème, j'ai dit tout de suite et boum, ça a été pris en charge et elle va très bien aujourd'hui. Et on l'embrasse. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que nos téléphones sont dans nos mains autant que ça soit utile aussi. Ouais. Est-ce que, alors c'est amusant parce qu'on discutait avec les membres de l'équipe en préparant cette émission. Ils me disaient, voilà, c'est vachement invasif cette techno que nous prépare Apple, ça va nous surveiller tout le temps et ça les faisait un peu flipper. Il y a quand même ce niveau d'acceptation aussi nécessaire, Fred. Hein. Oui, et c'est pour ça que le hardware est vachement important et la façon dont on parle du hardware, parce que le hardware, voilà, ça nous intéresse parce qu'on est des geeks, mais Apple depuis des années parle de Secure Enclave. Et donc il explique que dans la puce, elle s'appelle SEC, il y a un bloc SEC, Secure Enclave, qui va contenir nos données biométriques. Et même Apple n'y a pas accès. Et en gros, Secure Enclave, c'est un mini ordinateur, tu sais, à l'intérieur de la puce, il y a un mini ordinateur qui s'appelle Secure Enclave, qui a son propre OS qui s'appelle RTOS, Real Time OS. Donc c'est carrément tout un système complètement autonome qui a sa propre mémoire et qui dit, ça fait penser un petit peu à Tron pour ceux qui connaissent, qui vraiment dit qu'est-ce que tu veux et je vais te répondre. Tu veux savoir si c'est l'utilisateur, je vais pas te dire son visage, mais je vais te dire oui, le Face ID, je le valide. Et bien on va avoir probablement ce genre de choses. Ils vont stocker les micro-expressions, non micro-expressions là-dedans et ils vont voir les variations. Et s'il y a une paralysie du visage, il va dire attention, là il y a une paralysie de visage, sans forcément donner ni à Apple ni à quelqu'un d'autre, ni à n'importe quelle appli ces informations. Donc ça va être hyper important. Et là Apple a vraiment un savoir-faire qui est quand même colossal. Donc, on parle même pas d'informations qui vont être dans le cloud. C'est vraiment des informations qui sont gravées dans la puce et qui ne peuvent pas être extraites. Voilà, au local. Et tu remarqueras que quand tu changes d'iPhone, ton Face ID, tu es obligé de le refaire. Tu es obligé de le refaire parce que il n'est pas dans iCloud. Il ne peut pas être, il n'y a même pas de transfert. Tu as raison, c'est vrai, je n'ai jamais été là. Franchement, ouais. Et c'est pareil pour Siri. Tu es obligé de dire le mot-clé Siri pour qu'il s'habitue à ta voix, parce que la trace de ta voix va être codée dans ce que je te disais, le Always On, qui réveille le téléphone si ta voix est détectée. Et donc, tout ça, c'est au cœur. Et donc, ce qui fait que même si tu transfères un iPhone avec un câble sur un autre iPhone, ça ne peut pas être transféré. Et ça, comme disait Stéphane, c'est une avance sur la sécurité, un savoir-faire. Et surtout, ils ont une image derrière ça. On sait que c'est fiable et que ces personnes n'auraient jamais réussi à récupérer ces infos-là. Voilà. Encore une fois, on ne doute pas de la pertinence d'Apple à maîtriser la confidentialité des données, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Il faudra communiquer si ces produits se matérialisent, et on ne doute pas vu l'argent investi, pour que demain, lorsque ces produits seront sur le marché, elles soient acceptées et qu'on n'ait pas peur qu'on les détourne contre les utilisateurs. En fait, la tendance au niveau de la santé, elle est de plus en plus claire. Je pense à cette société créée par Daniel Ek, le fondateur de Spotify, qui s'appelle Neko Health. On va rentrer dans l'ère de la médecine préventive. On est dans la prévention. Qui ne veut pas, qui serait contre? Oui, bien sûr, il faut l'expliquer. Voilà, bien sûr. Voilà, moi je le dis tout simplement. Si c'est le prix, c'est qu'on mette en active certaines fonctionnalités, c'est anonymisé. Voilà, si je vous disais que tout ce que la France a comme data, et on ne sait pas si elles sont anonymisées au niveau de l'assurance maladie, par exemple. La sécurité sociale. Voilà, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui voudraient plutôt en vouloir à la caisse primaire d'assurance maladie plutôt qu'Apple. Ouais. Voilà. Donc je tout. Mais après voilà, mais rester en bonne santé, c'est plutôt, je pense, une bonne raison de donner quelques éléments, il me semble. Et puis tu me disais effectivement, Fred, que l'autre application en matière de santé aussi, promesse, après la possible détection des AVC, c'est la détection pour conclure sur le sujet de la santé, des glaucomes, hein, c'est ça?
Oui, ça j'ai vu ça aussi en faisant des recherches, les glaucomes, donc c'est quelque chose qui peut être assez important. On peut perdre une partie de la vue, voire complètement la vue. Et effectivement, s'il y avait une captation effectivement du regard, il y a certains comportements effectivement qui donnent des diagnostics sur des possibilités de glaucome, etc. Et puis il y a même d'autres choses aussi parce que quand sa vue change, on a un comportement visuel, les yeux ont un comportement visuel durant la lecture euh, qui se traduit par une déformation, des micro-expressions particulières. Donc, il pourrait entraîner aussi pas mal de modèles par rapport à ça. Et donc, on pourra avoir, comme disait, tout un tas d'outils d'application de diagnostic. On a ECG sur nos smartphones, mais on pourrait très bien, sur nos Apple Watch, on pourrait très bien sur les Apple Watch, par exemple Ultra, qui sont quand même relativement grosses, avoir un petit capteur ici en haut, un petit capteur infrarouge, et effectivement qui pourrait nous permettre effectivement de faire une analyse de sa vue et de faire d'autres diagnostics. Et donc ça, à chaque fois, ça fait que même si une Apple Watch coûte relativement cher, mais quand on a tout ce genre d'outils, on se dit finalement ça les vaut. Oui, c'est sûr. Et c'est sûr que quand on est dans une logique où là on est dans la médecine préventive, là maintenant qu'on rentre dans cette dynamique logicielle plus matérielle, on va être je pense à mieux encadré, et je pense presque en t'écoutant Fred que nos Apple Watch ou nos iPhones pourraient être remboursés par nos mutuelles. Oui. Ouais. Ça serait quand même une bonne un peu drôle, mais déjà on peut le faire avec les méta. Non, mais on en a parlé beaucoup déjà avec des compagnies d'assurance ou des banques, puisque ici on est au Village Baïséa, donc qui est un incubateur de crédit agricole. Ils sont prêts à mettre la main à la poche parce qu'in fine, il vaut mieux anticiper une pathologie plutôt que de On a parlé tenter de la guérir. On a parlé des Coûte moins cher. On a parlé des AVC, ça coûte 2,5 milliards. Les mauvais diagnostics, ça coûte 2,5 milliards d'euros à la Sécu. Les mauvais diagnostics d'AVC. Imaginez avec cet argent-là. Allez, voilà pour la dernière acquisition d'Apple, donc le rachat de Q AI pour 2 milliards de dollars. Je propose qu'on conclue cette émission par 5 minutes sur l'arrivée de Gemini dans iOS. On n'a pas eu l'occasion d'en parler avec Stéphane et avec Fred. Où en est-on de cette intégration? Quelle version va-t-on voir intégrée dans nos iPhones et Mac? Et surtout quand? On vous dit tout dans un instant. Alors Fred, comment Apple, c'est le terme, je ne sais pas si c'est le terme adéquat d'ici Gemini, déjà les leakers semblent se contredire ces derniers temps. Les dernières rumeurs, comme celle notamment de Mark Gurman ou encore Michiko, annonçaient une arrivée relativement rapide de Siri 2.0 motorisée par Gemini. Il semble qu'il faille un peu plus de temps. Et puis moi, surtout, mais est-ce que c'est vraiment le Gemini que l'on connaît dans Android qu'on va retrouver? Quels sont tes... Alors, je ne sais pas si c'était une boule de cristal, mais quels sont tes éléments qui permettent de dire quelle version on va avoir? Est-ce qu'on aura une version plus limitée, une version qui tournera en local? Est-ce que ça va être un copier-coller de l'application Google qui est aujourd'hui sur mon iPhone? Bref. Oui. Alors déjà, moi, je suis un petit peu étonné que ça arrive aussi vite quand même, parce que l'annonce a été faite, je crois, en début d'année. Du coup, quand on a dit ça va être la 26.4 qui arrive au mois de mars, au printemps, mars-avril. Déjà, je trouve que ça fait un peu rapide, même s'ils ont dû commencer le travail en même temps. Donc peut-être qu'effectivement, ça va prendre un petit peu du retard. On n'en est pas à quelques mois près, vous allez me dire. On en est, non, je te confirme. Voilà. On sait qu'ils sont sur la bonne voie parce qu'effectivement, Google a un bon modèle Gemini. Alors, Google, ils ont deux modèles. Voilà, de ça, il n'y a pas un Gemini, il y en a plusieurs. En fait. Voilà, et il y en a plusieurs. Alors, vous avez Gemini qui est le modèle propriétaire. Celui-là, vous n'y avez pas accès sauf à travers les applications Google et puis ce qu'on appelle les API quand vous utilisez en tant que développeur, etc. C'est propriétaire et effectivement, il faut payer pour l'avoir. Et c'est ça qu'Apple a acheté. Et puis, vous avez la partie Gemma qui est, elle, la version open source, qui est bien plus limitée. Et ils auraient pu très bien utiliser éventuellement Gemma. Mais c'est gratuit, ça, par contre. Elle est gratuite, elle est moins performante. Et je pense qu'ils voulaient une relation plutôt de partenariat parce qu'ils voulaient travailler aussi, je pense, avec les équipes Google et pas juste prendre le modèle Gemma. Alors, le modèle Gemini, qui donc est propriétaire, c'est un gros modèle qui a été décliné
en toute petite version. Donc, il y a le très gros modèle qui fait peut-être 2 milliards de paramètres. Ça, c'est le modèle d'entraînement de base qui est vraiment lourd. Même pour les serveurs de Google, ils ont fait une version Flash, ce qu'ils appellent Gemini Flash, pour répondre à toutes les requêtes des utilisateurs qui veulent utiliser Gemini. Donc souvent, on fait appel au Flash parce que les serveurs, vous savez, hein, on a des problématiques. Donc et puis vous avez le modèle Nano à 3 milliards qui est utilisé sur les pixels, qui est un modèle qui tient dans la RAM. Et je pense pas que Apple va prendre le modèle Nano pour le mettre sur un iPhone pour plusieurs raisons. Parce que déjà ça a été optimisé à partir de gros modèles, ils ont ce qu'on appelle distillé, ils ont réduit la précision, ils ont fait des choix aussi de ce qu'ils voulaient garder ou pas. Donc c'est une sorte de compression, d'ultra compression, hein, parce que vous passez de 2000 milliards de paramètres à 3 milliards de paramètres, 2 à 3 milliards. Et ça, ce savoir-faire-là, il a été fait par Google pour de l'Android. Donc, il veut adapter aux versions locales iOS, hein, c'est bien ça. Et voilà, et ça n'a pas été fait pour iOS. Donc, il va falloir que Apple soit le fasse faire, mais je pense qu'ils vont garder cette maîtrise-là, vont distiller le Gemini, et c'est pour ça que vous verrez, on ne verra pas Gemini. Ça sera à partir de Gemini, ils feront leur propre modèle, 3 milliards de paramètres, et probablement une version Flash pour la partie private cloud compute, la partie donc cloud d'Apple, parce que pour des requêtes un peu compliquées sur Siri, vous savez, il va aller voir cette infrastructure. Olivier, on en a parlé. Cette infrastructure, elle n'est pas énorme. Ils sont en train de la déployer, ils n'ont pas l'avance de Google ou d'OpenAI. C'est ce que j'allais donc dire. Ça fait des années qu'on nous parle d'Apple Intelligence, mais on n'a toujours pas vu un seul serveur Apple médié de Cupertino qui tournait, qui est capable de faire tourner ces modèles neuronaux, je dirais. Si demain, il y a combien d'utilisateurs d'iPhone, d'iOS, Mac dans le monde? C'est plusieurs milliards aujourd'hui. Imagine l'infrastructure qu'il faut. Et pour moi, je ne suis pas certain qu'Apple ait cette infra-là. Donc, est-ce que quelque part, l'avenir à court terme de Siri powered by Gemini serait plutôt un Siri qui tournerait en local, donc il y aurait vraiment les vertus et l'ADN d'Apple, puisqu'en tournant en local, on privilégie la vie privée. Et donc, ce serait une manière un peu différente donc, forcément, il serait un peu plus limité que le Gemini que l'on connaît, qui, lui, fait plus souvent appel au cloud, et parce qu'on aurait que beaucoup moins de mémoire et de RAM à disposition, Fred. Ouais, ça va. Alors, pardon. Oui, vas-y. Le paradoxe, c'est que Google n'utilise pas massivement Gemini, son petit modèle, comme il pourrait le faire en local, parce qu'il y a les pixels, mais comme disait Stéphane, il y a bien d'autres Android qui n'ont pas du tout le même hardware et la même puissance. Donc, il faut quand même beaucoup appel au cloud. Mais ils ont un cloud conséquent, Google, depuis très, très, très longtemps. Apple est pas dans cette position, donc ils ont tout intérêt à faire un modèle local qui fonctionne par contre bien et qui prenne beaucoup plus de requêtes et qui sachent le traiter, parce que eux, au niveau cloud, ils vont pas pouvoir répondre. Et puis, ils ont un troisième niveau, c'est qu'éventuellement, comme on l'a actuellement avec ChatGPT, on peut toujours faire appel à un modèle Google, mais c'est moins intégré. C'est est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer votre requête sur ChatGPT? Et puis, tu sais, pour les histoires de concurrence, il pourrait dire, on a ouvert à ChatGPT, on ouvre maintenant à Google, mais là, on saurait très bien que on peut pas faire toutes les requêtes, et c'est plutôt des requêtes pour les recettes de cuisine, pour savoir réparer quelque chose, des choses où il n'y a pas tellement de données personnelles, tu vois. Donc à court terme, comment vous voyez la chose, les amis? Ce serait plutôt donc une nouvelle version de Siri qui arriverait donc plutôt en local, hein, la nouvelle, et Apple se laisserait de temps pour à la fois disposer d'une grosse infrastructure, quitte à bénéficier des infrastructures de Google ou d'autres acteurs comme Amazon ou Microsoft. Pourquoi pas, hein, après tout, OpenAI, ils utilisent les solutions de Microsoft aussi. C'est plutôt ça, ce qui va arriver à court terme. C'est vraiment une version locale. Et puis, on se donne du temps pour monter en puissance. En fait, moi, en écoutant Fred et en t'écoutant, je pensais à Apple. Pour moi, on est à deux vitesses, à deux et dans deux raisons, et pour deux raisons particulières. La première, ils ont annoncé eux-mêmes qu'ils allaient lancer un chatbot en 2027. Donc, ce qui va sortir rapidement là maintenant, c'est un peu une sorte d'apéritif, et que le plat principal, il va arriver plus tard. Hein. On va dire ça comme ça, parce qu'ils étaient obligés quand même de réagir. Et donc, c'est la seule façon de réagir vite, c'est
d'intégrer un LLM avec lequel ils ont des bons rapports commerciaux, parce que je pense que c'était ça la clé déjà. Donc, ils avaient déjà des accords commerciaux avec Google de par le moteur de recherche. Là, ils le font avec le LLM. Et en plus, fonctionnellement, Gemini tient plus que la route avec les autres LLM comme Anthropic avec Claude et ChatGPT et OpenAI. La deuxième chose qui me fait penser pourquoi on parle de deux vitesses, là on a parlé de QAI pendant la première partie de l'émission. Les trois quarts de l'émission. On est sur un rêve à moyen long terme. Sur quelque chose qui est une technologie de rupture. Oui. N'a jamais été faite, où tout le monde serine. Apple et les LLM. Ils ont raté le virage, ils ont raté le virage. Ils ont arrêté. Donc, au lieu de répondre Sur le terrain du LLM, ils ont répondu sur autre chose. sur le sensoriel. Et- Il y a sensoriel. Et quelque chose, bientôt, on va y avoir des trucs en odorama bientôt. Je sais pas, peut-être avec Apple. Ce studio sont très beaux. J'allais le dire, mon cher madame. Et en fait, c'est une façon aussi de contrer un peu le marché qui était un petit peu vent debout contre Apple. Et d'une certaine manière, ce que j'exprime avec ça, C'est le rachat tient ses promesses. je pense sincèrement, là pour le coup, je pense qu'on n'aura aucun souci de ce côté-là. C'est juste l'intégration, elle est là. On aura des gens qui vont être très motivés pour le faire parce que je pense que ça va changer beaucoup de choses. Pour moi, ça va changer Siri. Et moi, j'utilise pas Siri parce que bon, voilà, ça a jamais. Comme beaucoup. Plus beaucoup l'utilisent. Et là, je pense que tout le monde va l'utiliser. Ouais. Et la jeune génération en particulier. Là, je pense que, vous savez, on sait que les chiffres de vente d'Apple sont très bonnes de septembre à janvier, on va dire. Vos iPhones, Avec les nouveaux iPhones, ça chute un peu parce qu'il y a Samsung qui va sortir son Ultra quelques jours là. dans quelques jours. Voilà. Et ensuite, il faut attendre un petit peu pour que ça remonte. Là, au moins, je suis certain. En plus, s'ils changent la séquence avec le 17E, le 18 qui pourrait venir entre-temps, etc., machin, ils vont être vendus pendant toute l'année. Si en plus, il y a le logiciel qui suit, avec l'Apple Intelligence, comme ils disent. Qui n'est là, pas un argument de vente aujourd'hui. Là, peut-être on s'est tous moqué d'Apple pendant des mois et à juste titre. Je pense que s'il y avait quelque chose à se dire là-dedans, à moyen terme, et bon, vous savez que dans cette émission, j'ai pas ma langue dans la poche. Je pense qu'on puisse dire. Je pense qu'ils sont en train, par un jeu de circonvolution et de je sais pas comment on peut appeler ça encore. Il y a un gros chèque. Ouais. Mais pas assez gros pour Apple. C'est rien, 2 milliards. Quand même. C'est rien. Ouais. Attends, Beats, c'était plus cher que Beats, mais voilà. Oui, ça valait pas 3 milliards. Je sais bien, mais voilà, ils avaient acheté des stars et des choses visibles. Entre 3 milliards et 2 milliards, je sais pas. Ils avaient racheté Beats 3 milliards à l'époque. On va pas refaire l'histoire, mais ils avaient racheté Beats à l'époque 3 milliards parce que quelques mois auparavant, Google avait racheté la société de Tony Fadell, Nest, pour autant de milliards et que pour faire plaisir aux investisseurs, nous aussi, on va racheter une grosse boîte. Qu'est-ce qu'on rachète? Beats. Mais finalement, le beurre, ils l'ont fait sur les AirPods, pas sur Beats. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais voilà, mais ce que je veux juste dire, en tout cas, c'est histoire on peut maintenant se dire que là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à suivre. Ils vont répondre parce que l'usage est là avec les LLM, donc ils répondent le plus vite possible. Pour moi, c'est un apéritif. Le vrai truc, ça sera 2027. On va voir ce que ça va donner sur ce chatbot. Ils prennent le temps de le faire. Rendez-vous dans 2 ans. Et entre-temps, il y aura du matériel qui va profiter sûrement de ces évolutions. Et je pense pas si tardivement que ça. Oui, donc ça devrait accélérer la sortie de produits qu'on espère voir arriver depuis longtemps. Améliorer des produits qui sont un peu, qui végètent comme peut-être la Vision Pro. Et puis vraiment simplifier l'usage au quotidien avec une nouvelle génération d'AirPods, des Apple Watch qui seraient qui verraient un peu mieux sur notre santé, jusqu'au des iPhones avec plus de fonctions de sécurité et de détection des expressions. On a hâte de voir ça. J'aime beaucoup la notion d'IA sensorielle chère à notre ami Fred Crassas. Ce sera le mot de la fin de cette émission. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence tout de suite avec notre ami Fred. Oui, alors c'est marrant parce que j'ai vu passer ça cette semaine justement. C'est sur YouTube pour les créateurs de contenu. Ils ont une fonctionnalité de traduction qui a été ouverte maintenant à tous les créateurs de contenu, qui permet de faire le doublage dans la langue qu'on veut.
Donc, Auront fait le Mac, là, c'est ouvert à partir de maintenant. Donc, toi, Olivier, cette émission-là, tu pourrais la faire en américain, tu pourrais la faire en hébreu pour que Johnny Srouchi nous entende. Enfin, toutes les langues. Alors, il prend 70 langues en entrée, il y en a 40 en sortie, hein, j'ai pas vérifié. Et l'idée, c'est effectivement de prendre ta vidéo, ça marche aussi à plusieurs. Si on parle pas tous en même temps, Rio, ça marche. Et ça change la forme de la bouche. C'est la vive. Voilà. En fait, ça Ça change les pixels. Ça change les pixels de ta bouche. Ah oui, d'accord. La- Ça va le labial. Ça se reprend de ta voix. Et ça reprend, et c'est ce qu'ils appellent l'expressive speech. Ça, c'est le premier mode. Donc, il prend ta voix, il va la transformer effectivement en américain ou en hébreu ou tout ce que tu voudras, là, parmi les 40. Et il va changer les pixels pour que ça colle à peu près bien. Et puis, tu as une autre version, tu as la version narrateur standard, où là, tu as une voix standard. Et il y a pas tous ces effets-là parce qu'on n'aime pas trop. Là, Fred est en train d'expliquer quelque chose. Là, Stéphane est en train d'écouter Fred. Et ouais. Ok, c'est génial. En clair, ça va pouvoir permettre de internationaliser, on refait le Mac. La question, c'est comment traduire en anglais, on refait le Mac. C'est mission impossible, les amis. We restart the Mac. We make the Mac again. C'est ça la traduction, mais ça me gêne un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Ah oui, en effet. We make the Mac again. Ah, j'avais pas fait gaffe. Bah oui. On va voir ce qu'il va nous proposer YouTube. On va essayer. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça comme anneau. On pourra le... Oui. Ah oui. Alors, il y a pas pour les cheveux. Olivier, il n'y a pas le truc pour les cheveux, j'ai regardé. Je vais arrêter de garder ma casquette. C'est ça. Voilà, il faut garder la casquette. Mais je pense qu'on refait le Mac, on pourrait tester ça et puis avoir un truc à grande échelle, quoi. Alors, mondial. On va essayer. Merci pour l'info. Quel est ton coup de cœur cette semaine, Alors, mon coup de cœur, Stéphane? c'était, je vous avais déjà présenté le plus petit chargeur de Mac 65. Ça, c'est pas un genre d'iPhone, ça, c'est genre de Mac. De Mac, voilà, de la marque Rolling Square. Rolling Square. Ouais, voilà. Et j'aimais beaucoup cette marque et j'ai découvert qu'ils faisaient d'autres produits. J'ai essayé ces autres produits. La première, c'était cette carte de crédit FanMine, très fine, qui est vraiment super. On peut même paramétrer son QR code pour avec sa carte de visite, etc. C'est à la fois une carte de visite et une carte pour ne pas perdre son Exactement, qu'on met dans son portefeuille. Exactement. Et reconnecté. Et en fait, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ce chargeur universel où donc il y a de l'USB-A, du Lightning, du l'USB-C bien sûr ici en dessous. Du micro USB. Ouais, non, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Bah oui, quand même, faut pas. Je sais pas. Ils sont modernes. C'est aimanté et en fait, dès qu'on a des petites batteries externes. J'adore ces petits. Ah, j'adore ces petites choses-là. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils essayent vraiment des choses très design et j'adorerais que Apple les vende dans les Apple Store. Ah ben moi les amis, mon coup de cœur, super, merci, merci. Les liens sont dans la description de la vidéo. Moi cette semaine les amis j'ai pris une claque. On a beaucoup Waouh. On s'est beaucoup moqué du Vision Pro dans cette émission et c'est Stéphane le premier. Et on attendait véritablement qu'il y ait des app killers qui arrivent. Et ça commence à venir, c'est encore relativement timide, mais ça commence à venir. Et notamment, on sent bien qu'il y a un potentiel au niveau du jeu vidéo. Heureusement est arrivé Retrocade sur Apple Vision Pro. Il y a aussi des versions pour iPad notamment. La version sur Apple Vision Pro est juste incroyable. Ça vous permet vraiment de revivre l'âge d'or des salles d'arcade. Vous êtes projeté dans une salle d'arcade aux États-Unis. Moi, je retombe en enfance dans les années 80 lorsque j'ai découvert les premières salles d'arcade et que j'étais un gamin et qu'il n'y avait pas encore les consoles de jeux, que ça coûtait trop cher et qu'on allait dépenser 1 ou 2 francs à l'époque pour jouer à des jeux comme, souvenez-vous, dans les années 70-80, Astéroïde, notamment, qui a inspiré beaucoup la Vectrex, Bubble, qui est l'un des premiers jeux de plateau également dans les années 80. Il y a Breakout, qui était une sorte de casse-brique, Oui. où on s'est tous cassé les dents. C'est Atari, ça. Ouais, donc tous ces jeux-là, tu les retrouves. Centipede, Haunted Castle, enfin vraiment des titres qui ont marqué notre enfance, parce que c'est plus de l'adolescence, c'est de l'enfance. Il y a Galaga que j'adore. Moi, j'adore Galaga. J'ai retrouvé des réflexes. Donc, en clair, vous êtes projeté dans un Metal Vision Pro et vous êtes véritablement dans une salle d'arcade. Vous voyez à 360 degrés. Vous choisissez une bande d'arcade. Elle s'affiche devant vous comme si elle était en vrai. Évidemment, vous n'allez pas jouer avec les mains. Il vous faut une manette de jeu. Une manette de jeu de PlayStation, ça marche parfaitement bien. Et vous pouvez jouer à plein de jeux classiques comme Frogger, Pac-Man, Space Invader.
Moi, j'adorais quand j'étais gamin Track and Field. Tu te souviens Ah ouais, le truc de le jeu d'athlétisme hein, qui s'inspirait, qui a casser les joysticks. qui a inspiré Decathlon sur Ah ouais. sur Atari quelques années plus tard. Là, on casse les voilà. Donc c'est génial. L'application est gratuite puisqu'en fait, elle est liée à un abonnement Apple Arcade justement. Et véritablement, c'est l'une des claques que j'ai jamais. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas pris une claque comme ça. Tu peux me rappeler le prix d'un 3490. combien? 3490 €. Mais bon. C'est quelle la version? Il y a une version à 50 balles, format Game Non, mais Boy. non, mais t'as une version pour ton iPad qui marche très bien, mais Oui, bien sûr. tu te retrouves pas en enfance au milieu d'une salle d'arcade avec le bruit des jeux. Tu sens presque la brise qui te passe sur le visage. C'est juste magique. Essayez Quand tu vas Retrocade. tu vois que tu vas réussir vraiment à Non, mais convaincre à acheter un. vous viendrez au studio essayer Retrocade. Si vous venez venir, amis qui adorent les vagues, passez-nous dans le 8e arrondissement de Paris, au village Baïséa. On fera essayer Retrocade sur l'Apple Vision Pro. Voilà, c'est la fin de ce déjà 5e épisode de la saison de l'année, les amis. Doron fait le Mac, merci d'avoir suivi. Merci Stéphane, merci Fred. Et j'espère que vous avez apprécié ce nouveau studio hein, et que n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous souhaitez en profiter, puisqu'on le met à disposition de vous qui êtes créateur de contenu ou tout simplement si vous êtes une entreprise et que vous êtes sur Paris. On peut même organiser des lives et des directs. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va voir si l'iPhone 17e va pointer le bout de son carton. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, c'est important. Merci encore pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Salut!